Monsieur le Président du Conseil du gouvernement de la République française, dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales, autour desquelles les légendes s'édifient, marquant de manière particulière, au graphisme de la difficile évolution humaine, les points culminants. Les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. Monsieur le Président, vous venez d'un Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef du gouvernement de la République française à fouler le sol de la Guinée. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle représente aussi, et je puis même dire surtout, un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et renforce de plus en plus la volonté d'être égal au meilleur. La valeur de ce peuple, Monsieur le Président, vous la connaissez, sans doute mieux que nous autres, pour en avoir été juge et témoin aux heures les plus difficiles que la France ait jamais connues. Cette période exceptionnelle, à l'issue de laquelle la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau, une force décuplée, est marquée par l'homme d'Afrique d'une manière toute particulière, puisqu'il a, autour de la dernière guerre mondiale, à l'allier sans justification apparente, la cause de la liberté des peuples et de la dignité humaine. À travers les vicissitudes de l'histoire, chaque peuple s'achemine vers ses propres lumières, agit selon ses caractéristiques particulières et en fonction de ses principales aspirations, sans qu'apparaissent nécessairement les mobiles réels qui le font agir. Notre esprit, rompu cependant à la logique implacable des moyens et des faits, ainsi qu'aux dures disciplines des réalités quotidiennes, est constamment attiré par les grandes nécessités de l'élévation et de l'émancipation humaine. L'épanouissement des valeurs de l'Afrique est freiné moins à cause de ceux qui les ont façonnés qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses propres réalités et ses aspirations d'avenir. C'est pourquoi nous voulons corriger, non par des réformes timides et partielles, mais fondamentalement ces structures, afin que le mouvement de nos sociétés suive la ligne ascendante d'une constante évolution d'un perpétuel perfectionnement. Le progrès est en effet une création continue, un développement ininterrompu vers le mieux pour le meilleur, étape après étape. Les sociétés et les peuples élargissent et consolident leur droit au bonheur, leur titre de dignité, et développent leur contribution au patrimoine économique et culturel du monde entier. La Guinée n'est pas seulement cette entité géographique que les hasards de l'histoire ont délimitée, suivant les données de sa colonisation par la France. C'est aussi une part vive de l'Afrique, un morceau de ce continent qui palpite, quand agit et pense à la mesure de son destin singulier. Mais aussi va
que soit notre aire d'investigation, aussi étendu que soit notre champ d'action. Cela est insuffisant au regard de nos propres exigences d'évolution. Pour y répondre, nous devons engager non seulement l'ensemble de nos potentialités propres, mais encore tout ce qui constitue les biens et les connaissances universelles, lesquelles chaque jour se développent et s'accroissent de manière inappréciable. À travers le désordre moral dû au fait colonial et à travers les contradictions profondes qui divisent le monde, nous devons taire les pensées idéales afin de serrer au plus près les possibilités réelles, les moyens efficaces et immédiatement utilisables. Nous devons nous préoccuper des conditions exactes de nos populations afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution dans laquelle le mieux-être qu'elles prétendent légitimement obtenir ne pourrait être effrayé. Si nous ne nous employons pas à cette tâche, nous n'aurions aucune raison de vouloir remplir les fonctions dont nous avons la charge. Aucun droit à la conscience de nos populations. C'est parce que nous nous interdisons de confisquer à votre profit la souveraineté des populations guinéennes que nous devons vous dire sans détour, Monsieur le Président du Conseil, les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient recherchées les voies les meilleures de leur émancipation totale. Le privilège d'un peuple pauvre est que le risque pour ces entreprises est mince et que les dangers qui l'entourent sont moindres. Le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir, et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer toutes les inégalités et toutes les injustices. Ce besoin d'égalité et de justice, nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été plus durement soumis à l'injustice et à l'inégalité. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de mille choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement de contraire imposé et subi dégrade celui sur qui elle pèse. Y aurait-il une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail. Ce qui est vrai pour l'homme, l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est un souci de l'unité. C'est impérieux besoin de liberté. Il devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les portraits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française
et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses connues. Monsieur le Président, vous me permettrez de rappeler un passage du discours que j'ai prononcé à l'occasion de la visite récente d'un représentant du gouvernement français, M. Gérard Jacques, ancien ministre de la France d'Outre-mer. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. En vue de bâtir une communauté franco-africaine solide et dont la pérennité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation et d'indignité. En effet, le monde évolue rapidement et les impératifs de la vie moderne posent avec brutalité le problème du choix entre la stagnation et le progrès, entre la division des peuples et leur union fraternelle, entre l'esclavage et la liberté, enfin entre la guerre et la paix. Pour l'Afrique noire d'influence française, ces problèmes doivent être abordés avant tout avec un esprit réaliste, compréhensif. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous devons choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union, plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. Et c'est la raison de cette orientation politique que nos exigences doivent être toutes connues pour que leur discussion soit facilitée au maximum. Donc, en parlant des rapports franco-africains, situent leur raisonnement dans le domaine économique et social exclusivement. Et concluent totalement, compte tenu du grand retard des pays sous-développés d'Afrique, par l'apologie de l'action coloniale de la France. Ces hommes oublient qu'au-dessus de l'économique et du social, il y a une valeur autrement plus importante qui oriente et détermine le plus souvent l'action des hommes d'Afrique. Cette valeur supérieure réside essentiellement dans la conscience qu'apportent les hommes d'Afrique à la lutte politique, tendant à se regarder leur dignité et leur originalité et à libérer totalement leur personnalité. Il est vrai aujourd'hui que les drames douloureux enregistrés dans l'histoire coloniale française en Indonésie et en Afrique du Nord sont interprétés aussi différemment, selon que l'économique devait avoir la suprématie, ou que le droit à l'indépendance, le respect de la dignité des peuples, devait être considéré comme les bases les plus solides de toute association de peuples différents. Aujourd'hui, en raison de l'évolution de la situation internationale, et surtout du gigantesque progrès du mouvement de décolonisation dans les pays dépendants, nous pouvons affirmer que la force militaire dirigée contre la liberté d'un pays ne peut plus garantir ni le prestige ni les intérêts d'une métropole. Le rayonnement de la France, la garantie et le développement de ses intérêts en Afrique ne saurait désormais résulter que de l'association libre des pays d'outre-mer. L'action économique et culturelle de la France demeure indispensable à l'évolution harmonieuse et rapide des territoires d'outre-mer. C'est en fonction de ces leçons du passé et des impératifs de cette évolution nécessaire, de ce progrès gigantesque irréversible déjà accompli, de la ferme volonté des peuples d'outre-mer à accéder à la totale dignité nationale, excluant définitivement toutes les séquelles de l'ancien régime colonial, que nous ne cessons, dans le cadre d'une communauté franco-africaine égalitaire et juste,
de proclamer la reconnaissance mutuelle et l'exercice effectif du droit à l'indépendance des peuples d'outre-mer. Certains attributs de souveraineté qui seront exercés au niveau de cette communauté devront se résumer en 4 points. Défense nationale, relations diplomatiques extérieures, monnaie, enseignement supérieur. Un pays qui exclut toute interdépendance dispose de 4 pouvoirs essentiels. La défense nationale, la monnaie, les relations extérieures et la diplomatie, la justice et la législation. Nous acceptons volontairement certains abandons de souveraineté au profit d'un ensemble plus vaste, parce que nous espérons que la confiance placée dans le peuple français et notre participation effective au double échelon législatif et exécutif de cet ensemble sont autant de garanties de sécurité pour nos intérêts moraux et matériels. Nous ne renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Car à l'échelon africain, comme à l'échelon franco-africain, nous entendons exercer souverainement nos droits. Nous ne confondons pas non plus la puissance de ce droit à l'indépendance avec la sécession d'avec la France, à laquelle nous entendons rester liés et collaborer en l'épanouissement de nos richesses communes. Le projet de constitution ne doit pas s'enfermer dans la logique du régime colonial, qui a fait juridiquement de nous des citoyens français et de nos territoires partie intégrante de la République française, une et indivisible. Nous sommes africains et nos territoires ne sauraient être une partie de la France. Nous serons citoyens de cet État africain, membres de la communauté franco-africaine. En effet, la République française dans l'association franco-africaine sera un élément, tout comme les États africains seront également des éléments constitutifs de cette grande communauté multinationale composée d'États libres et égaux. Dans cette association de la France, nous viendrons un peuple libre et fier de leur personnalité et de leur originalité. Un peuple conscient de leur apport au patrimoine commun. Enfin, un peuple souverain, participant par conséquent à la discussion et à la détermination de tous ceux qui, directement ou indirectement, doivent conditionner leur existence. La qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans dupérisme. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Nous entendons ainsi sauver dans le temps et dans l'espace les engagements qui seront conclus par la nouvelle communauté franco-africaine. En dehors de tout sentiment de révolte, nous sommes des participants résolus et conscients à une évolution politique en Afrique noire, condition essentielle à la reconversion de tout l'acquis colonial vers et pour les populations africaines. Le nom de notre association nous importe peu. Ce qui nous importe sera le contenu de notre association. La somme des possibilités nouvelles d'évolution qu'elle offrira aux territoires africains actuellement engagés dans nos grands mouvements d'émancipation qui exigent la disparition totale du phénomène colonial et l'établissement d'une ère de liberté pleine, d'égalité et de fraternité additionnelle. D'égalité et de fraternité additionnelle.
donné pour mission de sauver qu'elle suppose seront à la mesure de votre pouvoir, si elle comprend et sait respecter également les besoins de sensibilisation de l'action des peuples associés à la nation française. En effet, les territoires actuels d'Aouest et d'Aïe ne doivent pas être des entités définitives, car elles ne seront pas viables. L'immense majorité des populations intéressées veulent substituer aux actuelles entités Aouest-Togo et Aïe, deux États puissants fraternellement unis à la France. Les considérations humaines et sociales, autant économiques et politiques, plaident en faveur de la constitution de ces États, qui seront dotés de parlements et de gouvernements démocratiques. Ces grandes perspectives qui vont pouvoir accélérer l'histoire de nos pays en leur permettant de transcender les particularismes et les égoïsmes, ou plutôt leurs contradictions internes, demeurent pour notre génération la voie la plus sûre, la plus directe qui aboutit à la paix et au bonheur. Ces mêmes perspectives positives pour les territoires d'outre-mer et pour la grandeur de la France dans le monde exigeront de nous, Africains, Malgaches et Français, des efforts plus grands, à la fois plus nobles et plus exaltants que ne l'aurait exigé la solution destructive d'une séparation. Je rappelle souvent que la vie de l'homme va de 0 à 100, alors que celle de nos peuples est éternelle. Nous sommes, quant à nous, Africains de Guinée, sûrs que notre courage et notre loyauté, notre communion d'action créatrice de bien et notre amour de la justice et du progrès seront conduits à travers le temps notre future communauté avec toujours plus de puissance dans la prospérité et dans la liberté. Pour résumer la position guinéenne vis-à-vis du projet de constitution qui fera l'objet du référendum du 28 septembre, position que je me réjouis d'avoir perçue dans votre important discours de Brazzaville. Nous affirmons qu'elle ne sera favorable qu'à condition que la Constitution proclame, premièrement, le droit à l'indépendance et à l'égalité juridique des peuples associés. Droit qui équivaut à la liberté pour ces peuples de se doter d'institutions de leur choix et d'exercer dans l'étendue de leur État et au niveau de leur ensemble leur pouvoir d'autodétermination et d'autogestion. Deuxièmement, le droit de divorce dans lequel le mariage franco-africain pourra être considéré dans l'OTAN comme une construction arbitraire imposée aux générations montantes. Troisièmement, la solidarité agissante des peuples et des États associés afin d'accélérer et d'harmoniser leur évolution. Dans l'intérêt bien compris des peuples d'outre-mer et de France, nous osons penser, Monsieur le Président du Conseil, que votre gouvernement sera proposé au référendum un projet de constitution tenant compte non pas des conceptions juridiques basées sur un régime impopulaire, mais seulement des exigences exprimées par des peuples mûrs, tous solidairement et fermement décidés à se construire un destin de liberté, de dignité et de solidarité fraternelle. Pour la communauté multinationale que sera notre association d'États, pour l'unité et l'émancipation de l'Afrique, vive la Guinée, vive la France! Monsieur le Président du Conseil du gouvernement de la